Je sais que vous êtes nombreux à attendre l'analyse de Severance épisode 7 de saison 2. Ça arrivera, je vous ai expliqué tout ça dans un post communauté. Je n'ai pas pu sortir de vidéo depuis un bon moment. Merci pour votre soutien et votre patience. Un jour, un grand sage a dit « Le travail c'est la santé, rien faire c'est la conserver ». Une vision de notre société capitaliste, exploitant ses travailleurs asservis, qui pourrait trouver écho chez un certain Mickey 17 en partance pour coloniser une planète en compagnie d'une portion d'humanité plus ou moins représentative de nos grandeurs et surtout de nos décadences. On pourrait dire du réalisateur Bong Joon-ho qu'il a une fibre sociale, mais à ce stade, ce n'est plus une simple fibre, c'est carrément un bleu de travail qu'il s'est fabriqué depuis le temps qu'il évoque les inégalités sociales dans différents contextes et sous diverses perspectives. De mon côté, je ne vais pas me comparer au statut de remplaçable qu'a Mickey dans le film, un être humain qu'on peut envoyer à la mort dans des tâches plus ou moins grotesques pour ensuite le réimprimer à loisir. Toutefois, j'avoue que depuis plus d'une semaine, j'ai l'impression d'être dans une boucle et un monde de nettoyage, de carton, de crise à gérer et de manque de sommeil. C'est évidemment la raison pour laquelle vous me retrouvez ici sur fond vert. Et tant qu'à vivre sous le joug du grand capital, autant le faire avec style. Comment mettre à profit tous ces cartons à déplacer, ces petites tâches à récurer sur les murs ou ces allers-retours à la déchetterie en utilitaire qu'on a peur de rayer? C'est simple, avec une montre qui se nourrit de vos mouvements pour alimenter son mécanisme automatique. Alors que bon, tant qu'à vivre dans un système qui écrase sans vergogne et bousille l'habitabilité de la planète pour nous, autant s'accorder parfois un petit plaisir grâce à Holzkern qui propose des montres et bijoux uniques pour hommes et femmes, uniques car composés de matériaux naturels comme des pierres semi-précieuses, du marbre ou différentes essences de bois certifiées FSC contre la déforestation. Une qualité et une originalité typiques de fabrication en petite série que j'ai retrouvé avec véritable plaisir dans ce modèle de montre Acraman. Outre son design qui allie marbre vert et acier gris avec un cadran épuré qui laisse entrevoir le mécanisme, c'est justement ce mécanisme qui fascine puisque les montres automatiques n'ont besoin d'aucune pile ni même de l'énergie du soleil pour fonctionner, uniquement des mouvements que votre corps imprime à la montre. Alors j'ai frotté, j'ai porté, j'ai soulevé, j'ai poussé, tiré, rangé, désinfecté, désencrassé, dépoussiéré, trié, chargé, déchargé, déplacé, monté, démonté, brossé, lavé, rincé. Jusqu'à l'être moi aussi complètement rincé. Au moins la montre s'est gavée de toute cette agitation énergique et ça motive même plus qu'une montre connectée pour se bouger d'ailleurs. Alors autant vous dire que pour le moral, pour le plaisir des yeux, pour la fiabilité avec la garantie de 2 ans et les retours gratuits, pour le portefeuille dégarni par les dépenses inopinées, je suis ravi de pouvoir compter sur Holzkern. Pour en profiter avec des livraisons offertes, je vous file le code POPHOLZKERN qui déclenche 15% de réduction sur tout le site. Vous aurez peut-être envie de faire plaisir ou de vous faire plaisir. Je vous rappelle qu'il y a des montres et des bijoux principalement, mais aussi des sacs par exemple. Et je peux vous dire que si les possessions matérielles ne font pas le bonheur, elles peuvent parfois donner un peu de baume au cœur, malgré tout, surtout dans une telle alliance entre esthétique et fonctionnalité, et cet émerveillement face à sa toute première montre automatique. J'en reviens à Mickey 17, presque sans spoiler pour le moment, du moins sans aller plus loin que ce que révèle déjà la bande-annonce. Mickey 17 s'inscrit dans la lignée de Parasite, mais surtout de Snowpiercer dans la filmographie de l'auteur, même si on y retrouve aussi une réflexion sur le rapport de l'homme au reste du règne animal comme dans Okja. Tout comme Snowpiercer a été une libre adaptation d'une bande dessinée française des années 80, Mickey 17 est celle d'un livre très récent publié en 2022 par l'écrivain Edward Ashton qui souhaitait explorer le concept d'une forme d'immortalité complètement pourrie. Si j'ai beaucoup apprécié, voire même adoré une bonne partie de la filmographie de Bong Joon-ho, notamment Snowpiercer, Parasite et Memories of Murder, je ne jugerai ce nouveau film que sur ses mérites propres et pas pour en dire du bien parce qu'il est de ce grand cinéaste. Si l'introduction du film est longue, elle n'est pas moins prometteuse et pose les bases d'une satire dystopique qui s'appuie malheureusement sur certaines tendances actuelles telles que les catastrophes climatiques ou encore la prédation qui pousse des gens surendettés aux pires extrémités, comme par exemple signer pour un contrat de remplaçable sur un vaisseau spatial à destination d'une planète glaciaire à coloniser. Si la date de sortie du film initialement annoncée a été repoussée notamment en conséquence de l'impact des fameuses grèves à Hollywood, on ne peut s'empêcher de penser aussi à l'élection américaine, puisqu'il est plus qu'évident que le personnage campé par Mark Ruffalo, à qui il insuffle beaucoup de stupidité et de dangereuse suffisance,
est une caricature de Donald Trump. Si certains avaient le moindre doute, la petite dent s'aperçut à la première apparition du personnage à l'écran n'en laisse pourtant aucun. Et malheureusement, si le personnage est présenté comme un loser rejeté par les votants lors de ses tentatives d'élection, on peut regretter que les électeurs du monde réel n'aient pas été aussi bien inspirés. Ainsi, la prévision optimiste du réalisateur ne s'est pas concrétisée et on commence à peine actuellement à prendre conscience de l'ampleur des dommages que cela va causer pour les Américains et le monde entier. Ce qui reste étonnamment pertinent, en revanche, c'est de constater que le personnage de Kenneth Marshall apparaît essentiellement ici comme une marionnette de son épouse, dont la principale préoccupation dans la vie réside dans les sauces à préparer à partir de toute créature vivante susceptible d'être mixée. Ce statut de pantin dénué de morale ou d'idées propres correspond parfaitement à Donald Trump qui suit le courant guidé tantôt par un milliardaire totalement allumé, tantôt par un dictateur russe, le tout en consacrant une bonne partie de son temps à partir jouer au golf pendant que le monde brûle. Ainsi, le grotesque absolu de cette satire du pouvoir parvient à saisir avec une étonnante justesse le tableau pitoyable et tragique dont nous sommes actuellement les témoins. Pour le reste, la jubilation qu'on trouve chez Mark Ruffalo et Toni Collette dans leur rôle se retrouve au travers de toute la distribution du film, même s'il faut avouer qu'en dehors de Robert Pattinson, seuls Naomi Ackie et un peu Steven Yeun ont le temps de vraiment s'exprimer à l'écran. Le film est extrêmement long, centré sur Mickey, enfin sur les deux Mickey, puisque la bande-annonce révèle un des nœuds de l'intrigue, à savoir la coexistence, pourtant interdite, de deux versions de Mickey Barnes. De ce fait, la performance de Robert Pattinson est absolument essentielle au succès du film. Et même si ce point reste subjectif et que certains parleront sans doute de surjeu, de mon point de vue, on trouve dans ce double personnage et cette prestation l'aspect le plus poétique et abouti du film. Ce qui détermine en grande partie Mickey et surtout son évolution réside dans sa relation avec Nasha, campée avec une énergie salvatrice par Naomi Ackie, dont j'avais oublié le petit rôle dans Star Wars épisode 9, et qui se révèle ici parfaite pour ce rôle, qui est une facette de l'humanité que j'apprécie particulièrement, à savoir celle qui sait faire preuve d'empathie, sans pour autant se laisser piétiner la tronche sans réagir. En effet, on peut voir derrière chaque personnage de cette arche spatiale, qui se destine à inventer un nouveau monde, l'expression d'un trait spécifique à l'espèce humaine, ce qui explique qu'on puisse ressentir un aspect caricatural, voire simplificateur, à la morale un peu facile, dans cette proposition de SF qui tient plus de la fable sociale que de l'épopée intersidérale. Ce ne sont pas ici le propos ou les messages qui m'ont gêné, bien au contraire, mais la structure du film et les choix de rythme qui m'ont parfois laissé perplexe, avec un troisième acte interminable et une forme de distanciation grandissante qui s'est installée pour moi en même temps qu'une certaine torpeur. Dit autrement, le final n'est pas des plus folichons et je n'étais vraiment impliqué que dans le destin d'un personnage spécifique dont je maintiens l'identité secrète tant que nous ne serons pas dans les remarques avec spoiler. Dans l'ensemble, Mickey 17 est à mes yeux un film moins corrosif et lancinant que Parasite, tout en étant moins percutant que Snowpiercer et moins troublant que Memories of Murder. En résumé, c'est plutôt un film mineur dans l'excellente filmographie de Bong Joon-ho. En effet, c'est une comédie satirique, mais qui ne m'a jamais arraché que quelques sourires de connivence. On n'est pas là à s'esclaffer, tandis que la critique, à gros traits, qui est certes encore dépassée parfois par l'absurdité de notre réalité, n'en manque pas moins de finesse, du moins dans certains aspects. On a des personnages et des interactions qui semblent superflues, pour ne pas dire inutiles, comme c'est le cas malheureusement avec le personnage campé par Anna Maria Bartolomei, qui était déjà un peu sous-exploité, à mon goût, dans le Comte de Monte Cristo, et qui se retrouve ici comme un détour scénaristique qui tombe dans la soupe comme un cheveu, alors qu'elle aurait pu être intéressante, notamment en creusant la vision eugéniste et fasciste que le couple fantoche à la tête de l'expédition semble caresser. Je pense malgré tout que Mickey 17 est un film assez singulier, marqué par la liberté créatrice de son auteur et qui mérite donc d'être vu en salle, d'autant plus que certains critiques semblent l'avoir nettement plus apprécié que moi, ce qui vous laisse une bonne marge pour potentiellement passer un bon moment vous aussi. Pour ma défense, entre guillemets, il faut dire que j'attendais beaucoup du film à juste titre au vu de son réalisateur et de son concept, et c'est dans ces cas-là qu'il est le plus délicat d'être un peu déçu. Parmi les éléments qui m'ont le plus convaincu, on a cette idée de réification du corps humain, de réduire le travailleur de bas échelon à une chose, à un consommable, un constat qui résonne encore une fois avec notre réalité, dans laquelle les flux très virtuels de milliards de dollars ou autres monnaies ont nettement plus d'importance que les conditions de travail et de vie des damnés de la Terre qui vont par exemple déterrer les minerais rares indispensables à nos ordinateurs et smartphones ou qui vont trimer dans des ateliers destinés à alimenter
l'imbécilité de la fast fashion. On a aussi un message antispéciste qui dénonce l'anthropocentrisme, une vision qui reste ultra dominante dans nos sociétés et mettant l'humain au sommet d'une sorte de pyramide de valeurs. Ironique justement de constater qu'on entend souvent simultanément ce discours de l'humain au centre de l'univers et possesseur en droit de la nature, tout en constatant au final le peu de valeur accordée à la vie de certains d'entre nous. C'est dire le dédain qui en découle pour celle des autres espèces avec qui nous devons pourtant cohabiter pour espérer nous-mêmes survivre. Et ça, c'est vraiment un message fort du film. La proposition visuelle est solide et propose un univers cohérent, avec la froideur du vaisseau, les uniformes qui font des autres voyageurs presque autant de clones que Mickey n'en a déjà de lui-même, une machine à réimprimer son corps dont la gestion par les techniciens en dit long sur l'objectification du héros, et ça donne quelques scènes un peu grotesques visuellement et très réussies. A l'opposé, la caméra qui laisse une place centrale à Mickey avec de nombreux gros plans semble apporter une vision autre, celle du réalisateur sans doute, car Dieu est clairement en disgrâce dans ce film. Une vision qui remet donc Mickey au centre du monde car il est sans doute le plus humain des humains du vaisseau, une observation qui nous emmène gentiment vers la partie spoiler de cette vidéo, mais si vous la quittez déjà ici, pensez à la soutenir avec un pouce, un abonnement ou même un commentaire, soyons fous, sinon je me verrai dans l'obligation de fournir une machine de copie conforme à Vlad, Donald et tous les autres blaireaux un peu moins célèbres qui participent à nous mener vers la catastrophe. Chaque membre du vaisseau semble pouvoir être positionné sur une sorte de cartographie tridimensionnelle avec pour coordonnées l'empathie, l'ego et l'obéissance. Par exemple, on peut comparer Mickey 17 qui est au maximum de l'empathie, très bas en ego et très haut en obéissance, avec Mickey 18 qui est moyen en empathie, assez haut en ego et très bas en obéissance. Bertho, l'ami de Mickey, est bas en empathie, haut en ego et bas en obéissance, ce qui en fait un personnage très égocentré et capable de trahir son ami sans grand état d'âme. Évidemment, ce que je vous propose ici, c'est une méthode bancale et approximative, mais l'idée consiste à capter le message du film quant à la façon dont tout un chacun réagit lorsqu'un régime fasciste et des procédés cruels et déshumanisants sont déployés sous leurs yeux. La grande empathie et le faible ego de Mickey 17 lui permettent d'admettre sans problème que l'espèce endogène à la planète glaciaire peut être traitée d'égal à égal. Il a tellement été déshumanisé lui-même qu'il parvient à se mettre à leur place sans chercher à voir en eux des créatures qu'on pourrait enfin considérer comme inférieures à lui pour booster son ego piétiné. Dans le choix des noms, la planète se nomme Niflheim, ce qui correspond à un monde primaire et glacé de la mythologie nordique. C'est notamment le lieu d'emprisonnement de la terrible déesse Hel et celui où vont les morts de vieillesse et de maladie. Autant vous dire qu'en termes d'ambiance, c'est pas les Seychelles. Le film nous propose un étrange équivalent infernal à ce monde glaciaire, avec les toilettes en fusion dans lesquelles sont déversés tous les déchets pour servir de bouillie qui alimente la reproduction des corps de Mickey. On peut penser ici à la parole attribuée par la Genèse à Dieu s'adressant à Adam. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Ainsi, si Mickey est tout en bas de l'échelle, il rejoint symboliquement le tout premier homme de l'humanité. Les derniers seront les premiers, en quelque sorte. L'épouse de Kenneth Marshall, interprétée par Toni Collette, s'appelle Ylfa. Ylfa désigne une femme louve. Symboliquement, on peut potentiellement y voir un clin d'œil à Fenrir, ce fameux loup géant, et à son rôle dans le Ragnarok, en tuant notamment Odin, et indirectement les idées saugrenues d'Ylfa amènent Kenneth Marshall à la mort. Quand je disais avoir essentiellement ressenti de l'empathie pour un seul personnage durant le troisième acte, dans la partie sans spoiler, je faisais bien évidemment référence aux jeunes rampants capturés et torturés par le couple de cinglés, et principalement Ylfa, qui est d'une cruauté abjecte envers lui. Il faut souligner la totale inversion des codes habituels du genre invasion de la science-fiction. Les humains sont les envahisseurs, la population locale sauve un des humains en faisant preuve de nettement plus de sagesse et d'empathie que les nouveaux arrivants. Ensuite, les humains se révèlent bien sûr être une menace existentielle pour les habitants de la planète, et c'est au travers de leur astuce, et plutôt que de leur puissance militaire, qu'ils parviennent finalement à l'emporter, en comptant aussi sur l'aide de celui envers qui ils ont initialement su faire preuve d'empathie. Au-delà du propos antispéciste évident que j'ai déjà souligné, c'est surtout dans ce retournement complet du schéma habituel que le film se révèle le plus astucieux et convaincant en termes scénaristiques, même si l'ensemble reste quand même relativement prévisible. Le film se saisit de nombreux sujets, lance plusieurs pistes, mais ne semble jamais être capable d'en explorer une à fond, y compris et surtout celle de la résurrection et de ses conséquences philosophiques et morales. On comprend bien que le réalisateur ne porte pas la religion dans son cœur, du moins c'est ce qui ressort avec l'instrumentalisation religieuse qui est l'apanage de Marshall et de son camp de sombres crétins obscurantistes et eugénistes
qui se réclame de Dieu pour causer chaos et destruction. Et ici c'est un peu une redite, mais on se demande vraiment ce que vient faire le personnage d'Anna Maria Bartolomei dans cette histoire, avec une amorce de quelque chose qui se transforme en absolument rien du tout. Même le couple de dirigeants manque de substance, tout comme cet interminable troisième acte qui n'en finit pas de se finir. Quant au rêve de Mickey pendant le discours de fin dans lequel Ilfa est en train de réimprimer son mari, on se demande pourquoi l'idée n'est pas vraiment exploitée plutôt que de laisser cette perspective d'un dirigeant fasciste éternel à l'état de simple cauchemar. Sans doute Bong Joon-ho désirait-il terminer sur une note d'espoir en montrant qu'il est possible pour le peuple désireux de vivre sereinement et pacifiquement de reprendre le contrôle de la barque, évitant ainsi la tendance générale des dystopies à se finir radicalement mal. Un film étonnant, asymétrique, parfois boursouflé, parfois creux, mais néanmoins une œuvre qui reste intéressante sous bien des aspects, même si le réalisateur est capable de beaucoup mieux. Reste un moment mystérieux laissé à l'interprétation, celui du parfum des cheveux de cette femme qui fait valider à Mickey son engagement comme remplaçable. On a un bref souvenir de lui enfant dans les bras de sa mère qui laisse entendre que l'odeur des cheveux de cette recruteuse serait celle des cheveux de la mère du héros. Il s'agit peut-être d'un procédé d'influence olfactif permis par une recherche génétique sur la base d'un prélèvement sanguin, ou alors quelque chose de plus éthéré et tragiquement poétique dans l'abandon de son destin entre les bras d'une tierce personne qui peut vous vouloir beaucoup de bien ou beaucoup de mal. Je vous rappelle que le code POPCOLSKERN vous permet de bénéficier de 15% de réduction sur tout le site Holzkern. Vous trouverez un lien en description et en commentaire épinglé pour vous promener parmi toutes leurs merveilles, montres et bijoux. Et le modèle superbe que je porte, que je vous remontre ici à la caméra, se nomme Akraman. C'est clairement devenu ma montre préférée. Quoi qu'il en soit, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!